Je suis ravie de voir que tant d'élus ont répondu présents à notre invitation, parce que ce forum leur est vraiment destiné. Il est destiné à donner un maximum d'informations sur les fonds européens. Et donc, il est important que les collectivités soient représentées, soit par leurs élus, bien sûr, mais aussi par leurs techniciens. Donc, salut particulier aux élus, mais aussi à l'ensemble des techniciens qui sont ici présents. Et un grand merci à l'ensemble des techniciens qui ont travaillé à la mise en place de ce forum, particulièrement à Christelle Cazot, qui est notre interlocuteur pour le réseau régional rural. Ça n'a pas été simple, vous vous en doutez, parce que nous sommes très nombreux. Et nous avions, ce réseau rural, normalement, se réunit tous les 2 ans. Et donc, théoriquement, nous aurions dû nous réunir fin de l'année 2020. Ça n'a pas été possible pour les raisons que vous connaissez tous. Et donc, il nous est paru indispensable de le mettre en place sous forme d'une visioconférence. Bon, aujourd'hui, je salue le succès de ce forum puisque nous sommes à peu près 270 participants à l'instant où je vous parle, ce qui est extrêmement important. Et ça prouve bien l'attachement que vous avez à la connaissance et notamment à la connaissance des fonds européens. Donc voilà, merci à tous d'être présents. Et puis, je vais peut-être continuer. Je continue. Alors, je continue. Alors d'abord, permettez-moi de vous parler un peu du réseau rural régional, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse bien à quoi correspond le réseau rural régional. Je voudrais en profiter pour saluer aussi le représentant de la Commission européenne, qui nous avait d'ailleurs, me semble-t-il, accompagnés il y a déjà 2 ans. Et bien entendu, le représentant du réseau rural national. Je suis très heureuse que vous soyez là, que vous soyez présente et que vous participiez avec nous. Vous le voyez, nous faisons réellement, nous insistons beaucoup sur la connaissance de ce réseau et le partenariat qui peut être le sien. Donc ce réseau, comme c'est, je vais être relativement rapide parce que vous pouvez lire en même temps que je vous parle, émane de l'Union européenne et se décline au niveau des États membres et dans les régions. Donc depuis 2015, c'est un outil au service des territoires ruraux qui est totalement intégré au service de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a démarré avec 2 animateurs. Aujourd'hui, un des deux a fait un choix de changement. Christelle se sent un peu seule, mais très prochainement, elle va retrouver un acolyte ou une acolyte. Voilà, donc il s'adresse bien sûr à tous les acteurs de la ruralité. Donc, ce n'est pas simplement les collectivités, c'est aussi les agriculteurs, les entrepreneurs, les porteurs de projets, les chambres consulaires et bien entendu aussi tous les animateurs de GAL qui ont une importance capitale dans les territoires ruraux. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Je crois qu'il est important de participer. Je crois qu'on a perdu Eliane Barrel. Est-ce possible donc aux participants de bien éteindre leur micro? Et je ne vois pas pourquoi Eliane Barrel ne parle plus. Madame Barrel, vous allez fermer votre micro. Peut-être que le micro. Je n'ai pas touché, c'est quelqu'un qui m'a touché. Donc, oui, bien sûr, le réseau régional rural est là depuis des groupes leaders, c'est ce que je vous disais à l'instant. Et bien entendu aussi, il a pour obligation, enfin pour consigne de conduire des travaux thématiques avec les problématiques rencontrées par la ruralité dans les territoires ruraux. Et il favorise aussi les interactions avec les autres ruraux, je le disais tout à l'heure, le réseau national et le réseau européen. En résumé, vous l'avez sur la gauche de votre écran, ce que représente donc le réseau régional rural.
voudrais insister sur ce point. Le nombre de contacts. Si vous n'êtes pas encore inscrit en tant que contact, il n'est pas trop tard pour le faire. Et sachez en tous les cas que toutes les communes rurales sont destinataires de nos envois et de nos invitations. Deuxièmement, je voudrais insister sur un point très important. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'en parle. C'est sur la newsletter. Vous recevez régulièrement la newsletter du réseau régional rural qui vous porte une multitude d'informations et notamment des appels à projets qui sont présentés, qui sont proposés dans le cadre des fonds européens. Donc, il est important que vous adhériez pour recevoir cette newsletter. J'alerte les maires sur un point, parce que souvent on me dit, mais nous, on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais vu. Dites bien à vos secrétariats que ça n'est pas un indésirable, que quand vous voyez arriver newsletter du RRR, réseau régional rural, c'est que vous allez avoir effectivement une correspondance qui vous permet d'avoir beaucoup d'informations. Quand on a un système, je le dis en permanence, je pense qu'il est bon que vous l'entendiez encore une fois. Et puis, bien entendu, vous avez le site Internet aussi qui vous apporte toutes les informations souhaitables. Voilà pour le réseau régional rural. Je ne vais pas être plus longue. Je pense qu'il était important que je fasse ce petit récapitulatif. Donc, les défis de l'espace rural en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Évidemment, le premier défi, c'est stopper l'artificialisation des terres agricoles et des espaces naturels. C'est une priorité. Nous l'avons d'ailleurs inscrit dans le SRADET, applicable à tous, en tous les cas, à tous ceux qui revoient leur PLU ou leur SCOT. Et ça nous paraissait d'autant plus important qu'effectivement, le monde agricole a besoin de ce soutien pour le maintien des terres agricoles. Deuxièmement, nous sommes tous conscients que la qualité de vie et le vivre ensemble dans un bâtiment, dans un bassin de vie à taille humaine, restent comme des atouts forts des espaces ruraux. Toutefois, si ce sont des atouts, il y a aussi quelquefois des choses moins connues, pauvreté sans doute, mais aussi avec l'arrivée des néo-ruraux, des difficultés particulières dans les collectivités qui se voient dans l'obligation de créer souvent de nouveaux services. Évidemment, un point important aussi, c'est le vieillissement de la population et la diminution des populations jeunes. Effectivement, le vieillissement de la population est une réalité. Mais aujourd'hui, le développement de la silver economy, les services de santé, les services à la personne, les logements adaptés sont aussi un enjeu très important pour les territoires ruraux. Et on ne le redit jamais assez, l'attrait d'une population active jeune passe également par la création de services. Et pas seulement de services, je rajouterai aussi de logements adaptés. J'ai rencontré il y a quelques jours un maire rural qui me faisait part effectivement de ces difficultés à l'école. Et il est clair qu'on a un maintien d'école si tant est qu'on a des enfants. Donc on doit aussi être en capacité de réfléchir à l'habitat. Alors, économie résiliente, je crois que l'opportunité, l'évolution de la demande sociétale qui réclame de plus en plus d'éthique, produits d'origine et de proximité, vous le voyez tous les jours. Et nous sommes bien conscients que les services à la personne, l'économie verte et les services de proximité constituent un potentiel d'emploi non délocalisable. Nous y travaillons et d'ailleurs, ça a été un des sujets forts qui a été porté dans le projet de Smart Ruralité que nous avons développé sur Provence-Verdon avec le réseau régional rural. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. L'accès équitable aux services, ça va de soi. Effectivement, il faut se dire qu'être dans un territoire rural ne doit pas être pénalisant et nous devons avoir les mêmes services que dans les urbains.
Alors, je dis les mêmes services, c'est pas tout à fait exact, parce que, évidemment, les mêmes services, si tant est que nous avons des transports et que nous avons l'accès aussi à un véritable accès numérique. Évidemment, l'adaptation au changement climatique, qui sont aussi, ces changements imposent des adaptations créatrices aussi d'innovation et d'emplois nouveaux. Mais évidemment, encore une fois, je crois qu'il est très important de se positionner, et c'est un des enjeux futurs, d'avoir des réseaux et un développement numérique adapté pour permettre tous ces services et l'équité des territoires, effectivement, territoires ruraux et territoires urbains. Moi, je formule un souhait, c'est qu'on ne parle plus de fracture urbaine rurale, que chacun trouve son bonheur, qu'il soit dans les territoires ruraux ou qu'il soit dans les villes, dès lors que c'est leur choix. Je crois que j'ai résumé les grands défis. C'est bien, oui. Bon, donc je vais continuer peut-être un bref rappel sur l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place par la région depuis le début de ce mandat que vous connaissez tous, donc je vais passer très très vite. Contrats régionaux d'équilibre territorial qui existent sur chaque territoire. Le Fonds régional d'aménagement du territoire, nous on dit toujours le FRAC dans notre jargon, qui est très adapté pour les communes rurales. Et d'ailleurs, preuve année, c'est le budget qui y est consacré et qui a été en augmentation permanente. Et puis bien sûr aussi les autres dispositifs thématiques. Vous le voyez, le transport numérique, gestion des espaces naturels, etc. Vous pouvez lire, donc je ne vais pas lire ce qui est écrit. Nous avons adopté le 17 décembre 2020, c'est-à-dire très récemment, une délibération qui est intitulée Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région tournée vers la ruralité. Donc, au travers de cette délibération, d'abord, il y a eu un très, très gros travail de bilan qui a été réalisé pour les années 2016-2020. Pour la petite histoire, nous avons quand même permis de nombreux projets dans les territoires ruraux et la région est intervenue à hauteur de 1 357 millions d'euros. Vous voyez que c'est très loin d'être négligeable, avec bien entendu le complément en fonds européens qui sont eux aussi gérés par la région. Ça me permet d'insister aussi parce que quelquefois on me dit que les territoires ruraux sont peut-être mal lotis. Moi, je vous dis, nous avons, au travers de nos dispositifs, je crois réellement les dispositifs favorables à la ruralité. Mais nous n'avons pas un véritable plan ruralité pour une simple et bonne raison, c'est que la ruralité étant transversale, nous intervenons, quel que soit le sujet, au titre de cette transversalité dans les thèmes et les compétences qui sont celles de la région. Donc, cette délibération avait pour objectif, d'une part, de proposer de repenser les mobilités, les sédentarités dans les espaces ruraux. Très important puisque, évidemment, nous devons travailler sur le binôme accès au transport, accès au numérique. Sur les accès au transport, nous avons déjà beaucoup travaillé. Nous avons apporté des améliorations sur certains territoires. Certainement, il y en a d'autres à revoir. Et sur l'accès au numérique, aujourd'hui, il y a une convention, notamment avec SFR, et il y a donc une opportunité réelle de réaliser un accès au numérique. Alors, moi, je n'ai pas envie de dire un accès au numérique pour tous parce que je n'ai pas envie de m'engager vers ça. On n'en est pas encore tout à fait là, mais en tous les cas, c'est ce vers quoi nous devons tendre pour avoir effectivement cette équité dont je parlais, ruralité et urbaine. Promouvoir une économie rurale intégrée en appuyant et confortant les activités de base, bien sûr, activités de base que sont l'agriculture, le tourisme, les ressources naturelles, mais encore une fois, en saisissant les nouvelles opportunités qu'offre le numérique avec la nouvelle économie.
Je le disais tout à l'heure, dynamiser le tissu socio-économique, mais en travaillant sur le logement, en maintenant et développant des activités économiques et des services publics, et en s'appuyant sur une approche renforcée de la culture des territoires. Enfin, donner aux territoires les moyens de leur gouvernance, en s'appuyant sur la communauté locale des acteurs, et en l'appuyant par une ingénierie mutualisée. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est vraiment un objectif qui est excessivement important. Et bien sûr, accompagner encore mieux les territoires ruraux dans l'adaptation au changement climatique. Je crois que j'ai donné quelques éléments d'adaptation d'objectifs clairement identifiés au niveau de la région en faveur de la ruralité. Je vais vous dire quelques mots simplement maintenant. Attention, Madame Baraille, on vous entend moins bien. Si vous voulez bien vous réorienter devant le micro. C'est assez compliqué. Je comprends. Je comprends. Disons que c'est inconfortable. Je vais vous parler en quelques mots du plan régional. Donc, le plan régional de relance s'élève à 1,4 milliard d'euros. Bien entendu, c'est préparer l'après-Covid en termes d'investissement. Et vous le voyez, je ne vais pas tout reprendre puisque vous l'avez sous les yeux et que le son n'est pas très bon, mais vous voyez qu'il y a sur le service public un intérêt tout particulier puisque nous avons prévu 900 millions d'euros à destination du service public, tant pour les collectivités que bien sûr pour la modernisation des transports ou l'éducation dans les lycées. Je crois qu'il est à noter l'effort particulier qui sera fait et vous avez bien conscience, je pense, là au travers de la slide qui vous est présentée, qu'effectivement, nous mettons l'accent et nous avons l'intention de mettre l'accent en faveur de la ruralité. Je ne vais pas reprendre toutes les colonnes puisque vous pouvez les lire. Ensuite, sur le plan de relance européen et national, là aussi, une enveloppe de 94 millions d'euros sur 2021-2022 pour la région. Vous le savez, ce sont les 2 années de transition avant le prochain programme. Il est important de noter que ces 2 années de transition vont bénéficier de fonds européens et de fonds nationaux importants qui vont nous permettre de réaliser un ensemble de travaux à destination des territoires ruraux, enfin de travaux au sens large du terme, avec des enveloppes beaucoup plus importantes, puisque 33 millions de FEADER relance et une programmation annuelle de 47 millions d'euros au lieu de 35 millions d'euros sur le programme qui se termine 2014-2020. Donc, ça, c'est à noter pour l'Europe. Pour l'État, nous avons 3 priorités partagées. Transition écologique, souveraineté, compétitivité des entreprises et cohésion sociale et territoriale. 100 millions d'euros, dont 5 spécifiquement pour les territoires ruraux. Vous le voyez là aussi, la couverture numérique est une des priorités. La relance des trains de nuit et des petites lignes et les projets alimentaires territoriaux qui nous permettent de soutenir l'agriculture et de la soutenir en particulier dans le cadre du circuit